Voilà, donc un grand plaisir d'accueillir Anne de Guigné, qui est, vous le savez peut-être, grand reporter au Figaro, qui vient d'un univers assez proche du nôtre, puisque Sciences Po, HEC, je crois un prix de meilleur journaliste ou jeune journaliste dans les questions financières. Donc c'est assez intéressant de quelqu'un qui s'intéresse visiblement à la vie économique, à la finance, mais qui a aussi une passion pour la littérature. Et voilà, il faut que je... Excusez-moi. Est-ce que c'est ça? Voilà, et qui, voilà, a traduit sa passion dans des ouvrages, apparemment. Voilà, alors il y en a pas mal, donc je suis obligé d'avoir une petite liste. Alors le dernier, vous l'avez ici, c'est ce qui a un peu déclenché en quelque sorte un tour du monde. De l'Antiquité à nos jours, les écrivains racontent l'économie. Voilà, alors c'est d'autant plus intéressant pour nous que, comme je le disais là tout à l'heure dans une discussion, est-ce qu'on parle toujours de la bonne façon de l'économie? Est-ce qu'on arrive à transmettre ce qu'on a compris, notre enthousiasme? Peut-être, peut-être pas, puisque quand même vous savez qu'on est encore plutôt des marginaux dans cette... voilà, apparemment le message ne passe qu'à moitié auprès de certaines populations. C'est assez intéressant et on est en train d'y réfléchir, comment aller peut-être chercher d'autres compétences, peut-être les écrivains touchent les cœurs et les esprits différemment d'un prof voilà, avec son tableau blanc et avec ses ouvrages. Voilà, donc ça nous a vraiment intéressé, tout l'or du monde, de l'Antiquité à nos jours, les écrivains racontent l'économie. Mais il y en a eu d'autres. Alors, le capitalisme woke, ça c'était en 2022, Presse de la Cité. 2023, ça c'est celui-là, rien que le titre donne envie de le lire. Ils se sont si souvent trompés. Donc l'histoire, je m'en souviens bien, enfin, des Churchill et bien avant, de gens qui en fait ont pris les mauvaises décisions et peut-être mauvais aiguillage. Voilà, et puis voilà, tout l'or du monde, c'est donc le troisième, c'est ça? Tout à fait. Voilà, mais à ce rythme-là, d'ici la fin de la décennie, on en aura encore 2 ou 3. Donc Anne, merci beaucoup d'être venue et nous sommes toutes voilà, très curieux d'attendre un peu plus. Alors, on a vu quelques vidéos en ligne peut-être, mais je suis sûr nous faire découvrir les choses différemment. Merci beaucoup Pierre et merci à vous d'être venu ce matin. Et c'est vrai qu'on était déjà presque dans le livre tout à l'heure quand on parlait de l'entrepreneuriat et de la question, mais pourquoi les jeunes gens veulent-ils entreprendre? Est-ce que c'est pour l'argent? C'est devenu la question forte et évidemment, pour qui c'est pour l'argent? Et on voit que les écrivains, ils vont tourner autour de ce genre de problématiques. Évidemment, eux, ils ne sont pas du tout dans le quantitatif, c'est pas eux qui vont vous apprendre à faire de nouveaux modèles, mais moi j'avais envie d'écrire ce livre, c'était pas mal de travail, parce que j'ai relu tous ces classiques, mais déjà j'avais envie, c'est comme l'a dit Pierre, moi c'était vraiment quelque chose de personnel, c'est à la fois j'aime beaucoup l'économie, je crois au marché, je crois que le capitalisme apporte beaucoup de bien, et j'aime aussi beaucoup la littérature. Et assez spontanément j'avais envie de relier les deux, d'autant qu'on voit bien quand on lit des grands classiques, pas tous, il y a des romans qui s'intéressent très peu à l'économie, mais quand même beaucoup tournent autour de la question de savoir dans quelle mesure nos destins individuels sont forgés ou non par l'environnement matériel. Et d'ailleurs, je pense que tous, à un moment donné ou l'autre, dans nos vies, on peut se poser la question, mais si j'étais né au XVIIe, si dans une autre famille, est-ce que j'aurais suivi ça? Et la réponse n'est pas du tout évidente. Donc, je pense que les écrivains se posent très souvent cette question, donc on va avoir un regard sur le monde matériel qui les entoure, souvent très, très documenté, et ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est leur travail, justement, au 19e, quand on est en plein dans la révolution capitaliste. C'est formidable de voir, oui, par exemple Dostoïevski, on va en reparler, qui est très très critique. Bon, c'est pas juste, l'âme russe, mon Dieu, l'argent c'est sale. Non, il a lu Ricardo, il a lu Adam Smith, il est abonné à la presse libérale britannique, il est allé à Londres, il a une critique féroce du libéralisme, mais qui est intéressante pour nous. De toute façon, il faut toujours lire les critiques intelligents, il faut les lire. Et donc,
c'est vraiment, il y a un travail très fort derrière. C'est pas du rose, comme on peut un peu sentir aujourd'hui, un peu dans les débats. On va pas faire ce serait trop insultant pour Dostoïevski de faire un parallèle avec les débats actuels à l'Assemblée. Mais on sent qu'il y a un peu une espèce de ressenti. Ah, de toute façon, l'argent, les milliardaires, dès que quelqu'un a gagné 100 000 euros, les milliardaires se sont perdre le monde. Non, là-bas, à cette époque-là, donc il y a beaucoup d'écrivains qui se coltinent à la question économique, qui travaillent vraiment. Stendhal, qui va être aussi très critique. Stendhal, je ne sais pas si vous le savez, avait planché une année entière sur un essai d'économie avec un ami, donc il était très intéressé, c'est un excellent mathématicien. Vous savez, Stendhal est né à Grenoble, il a regardé, jeune, il était proche de familles industrielles, donc on est à la fin du 18e, donc ça l'a beaucoup intéressé. Il est venu à Paris, jeune homme, pour passer Polytechnique. Bon, ça c'est le grand défaut de Stendhal, c'est qu'il s'est assez vite dispersé, donc il n'a jamais passé son concours. Mais il est rentré dans l'administration de l'Empire, il a été conseiller d'État, et il s'est passionné pour l'économie, donc et une fois de plus, à un moment donné, Stendhal, il a eu un déclic un peu tard où il s'est mis à écrire ses grands romans, mais il a beaucoup essayé tout au début, toute sa jeunesse et jusqu'à 40 ans passés. Et donc il y a eu dans tous ses essais, il a tenté d'écrire sur l'économie. Donc c'est pareil, il s'intéresse au sujet, il a lu les économistes, et donc sa critique, il faut l'écouter. C'est pas, une fois de plus, c'est pas le ressenti du romancier qui se dit « Ah, mais les bourgeois sont des sales types ». Non, c'est assez plus profond. Et donc, voilà. Donc, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ces écrivains avaient travaillé, et aussi ce qu'ils ont sans doute, parfois, pas toujours, mais plus des économistes, certains, une grande sensibilité qui fait qu'ils arrivent à voir, déjà, à percevoir évidemment ce qui va être leur grande question, comment chacun, les destins individuels donc sont modelés par l'environnement, et puis à décrypter un peu les croyances et les idéologies derrière les mouvements économiques. Et ça, c'est vrai que ça, les écrivains ont quand même, il faut le reconnaître, à part Stendhal, ils sont souvent moins bons en maths, mais beaucoup ont quand même cette sensibilité. Et vous voyez un Kafka, c'est extrêmement impressionnant. Donc Kafka, son boulot, il travaillait comme dans la première espèce de sécu en Europe, qui était l'Empire austro-hongrois qu'il avait fondé, donc d'assurance pour les ouvriers, d'assurance accident de travail pour les ouvriers. Donc à Prague, c'est son boulot. Le matin, il va au bureau dans ce précurseur de l'administration de sécurité sociale de l'Empire austro-hongrois. Et donc il voit se mettre en place des processus modestes, hein, on est encore loin de l'informatique, un peu comment l'administration s'organise, comment on va traiter les dossiers de ces ouvriers blessés. Et il a la prescience que le monde va aller vers sa robotisation. C'est quand même assez... Kafka, c'est très vertigineux, de puissance, justement de sensibilité, d'intelligence, de voir... Donc voilà, donc ça, bon là évidemment on parle de grand génie, hein, tous les écrivains. Mais, donc voilà, les écrivains nous apportent ça, à la fois c'est une sensibilité très forte qui permet de voir des croyances, et puis beaucoup aussi, et certains encore aujourd'hui, mais peut-être moins, en tout cas au 19e, moi c'était vraiment ma grande découverte, de voir à quel point ces gens qui se coltinent à la matière, qui lisent, qui vont voir, c'est pas des critiques lancées comme ça. Alors ce que je vous propose, mon livre... j'ai commencé avec la Bible, avec la Genèse. Donc, vous voyez, c'était très ambitieux. Après, j'ai remonté l'Antiquité, le Moyen-Âge. Là, comme on va parler du libéralisme, et puis surtout, je ne vais pas vous prendre 3 heures. On va se concentrer à partir du 19e siècle, une fois qu'on est rentré dans la révolution capitaliste. Et peut-être pour voir quelques thèmes abordés par les écrivains rapidement, ce sera plus intéressant que de vous dire écrivain par écrivain. Et on va commencer par l'argent dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous les écrivains se retrouvent à peu près, même s'il ne faut jamais faire trop de généralité, sur l'idée qu'il y a 2 forces qui soulèvent le monde, qui permettent aux hommes de se déployer, qui sont l'amour et l'argent. Et ça, vous voyez, chacun... Et donc ça, on le voit de roman en roman, assez fortement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme... J'avais noté cette citation pour vous la dire. Quelqu'un comme Zola, qui est resté dans l'esprit français comme un grand critique du capitalisme, a dit cette phrase intéressante. Il a dit qu'il n'opposait pas le siècle d'argent. Bah, évidemment, il ne voyait pas qu'il ouvrait de nombreux siècles d'argent, donc au 19e, le siècle d'argent, au siècle d'honneur, le siècle passé. Et Zola, par exemple, lui, vous savez, c'est le fils d'un saint simonien. Donc il avait un père qui était responsable qui avait œuvré sur les grands travaux ferroviaires dans le sud de la France, et il a été élevé dans cette idée que l'industrie pouvait
pouvait amener la fraternité humaine. Donc, après il va visiter les mines et changer d'idée, mais les premiers romans de Zola, il est très ouvert au capitalisme. Il ne faut pas rester dans cette idée qu'on en a retenu un peu de la fin du 19e, et puis Zola est devenu une grande figure nationale, mais quand on lit vraiment ses romans, on voit que c'est tout à fait nuancé. Et donc au départ, il dit à un ami, il n'oppose pas, donc il y a deux leviers, et c'est peut-être Balzac au 19e est sans doute celui qui parle le mieux d'argent. On voit dans les romans de Balzac, tous les personnages, comme Balzac lui-même, courent en permanence après l'argent. Il y a une raison historique qu'à l'époque, il manquait d'argent. À l'époque, le système bancaire français était très en retard par rapport au système anglo-saxon, britannique notamment. Et donc, on voyait bien, dans tous ces romans, les personnages, donc les personnages sont endettés, les titres de dette sont une monnaie parallèle, on s'échange, Père Goriot, César Birotteau, vous voyez, on s'échange des titres de dette. Lucien Rubempré, il arrive à Paris, et il n'a il veut devenir poète, mais bon, il veut devenir un poète brillant, bien habillé, aimer des femmes, et il n'a qu'une idée, comment avoir de l'argent. Et donc Balzac nous dit, c'est dans Illusion perdue, bien sûr, il entrevoyait mille difficultés pour devenir un grand poète, qui se comprenaient toutes dans ce mot terrible, et de l'argent. Donc il ne se dit pas, mon Dieu, est-ce que je vais être édité, est-ce que je vais plaire, non. Et de l'argent. Là, c'est vraiment l'entrée dans le capitalisme de la France au début du 19e. Balzac décrit vraiment cette vie à Paris, l'argent. Il faut de l'argent, il en manque, tout le monde en manque, mais pour des raisons techniques précises. Et tout le monde court après l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que Balzac, il montre à quel point, par exemple, son héros Lucien devenu Lucien de Rubempré, va être très fragilisé par cette quête d'argent et ses dettes, et va sombrer. Mais il a la version magnifique de la sœur de Lucien, Ève Séchard, qui est mariée à David Séchard, un couple d'entrepreneurs, très moderne d'ailleurs, parce que c'est plutôt Ève que David, qui est la vraie femme d'affaires. Et donc ce couple-là, lui, vous vous rappelez, ils ont leur imprimerie à Angoulême, ils vont innover, bon, il va y avoir des problèmes, ils vont se faire voler leur innovation, mais ils innovent, ils développent leur entreprise. Et donc Balzac nous montre une possibilité d'une maîtrise de l'argent. L'entrepreneur qui innove pour la joie d'innover, développer son entreprise. Et c'est très belle page, de très très belles pages sur l'entrepreneuriat et sur un capitalisme donc, de la maîtrise. Donc on voit Balzac montre ces deux facettes, même s'il faut reconnaître que le couple est capable de maîtriser cette quête de gérer cette quête d'argent est assez minoritaire dans ce personnage. Alors, de Balzac, je voudrais passer à Maurice Druon, moins connu, un roman moins connu, mais très intéressant, Les Grandes Familles. Et en fait, il y a vraiment une suite, on est à peu près 100 ans plus tard, dans l'entre-deux-guerres en France, et vous avez la même élite parisienne, qui a changé évidemment, mais qui se bat, on est toujours dans le capitalisme, qui a accéléré dans l'entre-deux-guerres. Maintenant, c'est évidemment les États-Unis, ce sont les États-Unis qui mènent la danse. D'ailleurs, il y a des personnages à un moment donné qui va faire un voyage à New York, un banquier qui revient, qui invite ses amis, il y a des scènes très amusantes qui racontent le capitalisme américain, qui est fasciné. Et Julie Druon, jamais peut-être plus qu'en cette fin de l'année 1920 n'avait été facile le mouvement des affaires et des idées, jamais l'argent, le luxe, l'œuvre d'art, le livre, le mer art, le vin, la parole, l'ornement, la chimère ne s'étaient répandus à telle profusion. Donc là, l'argent ne manque plus. Les banques se sont organisées, et d'ailleurs les héros sont banquiers. Et Druon souligne comment l'élite traditionnelle va fusionner avec la nouvelle élite de l'argent, et à quel point ils vont réussir à rester ou pas, fidèles ou non fidèles à leurs valeurs. Et dans son roman, on voit bien qu'ils en sont totalement incapables. Ça se termine de manière dramatique avec le suicide d'un jeune homme dont le père et le grand-père en fait, ont un peu vendu pour des intérêts. Enfin, si vous avez envie, lisez-le, c'est vraiment un bon roman, c'est très intéressant, donc je ne vous dis pas la fin. Mais donc lui, il y a vraiment cette idée que l'argent trouble complètement la perception. Idée d'ailleurs qui est développée aussi j'ai pas pris l'argent de Zola, ça va être trop simple, mais c'est quand même la thèse de Zola. Qu'au bout d'un moment, et c'est une thèse intéressante, jusqu'à quand vous pouvez garder vos perceptions nettes, d'où cette question permanente des journalistes un peu débiles, la baguette de pain ça coûte combien?
mais qui n'est pas si sotte. Ça renvoie à ça. Jusqu'à quand, à quel moment vous perdez le lien avec la réalité, votre perception se trouble. Et pour terminer sur l'argent, celui qui le raconte merveilleusement, c'est Tom Wolfe, Bûcher des vanités, là on est dans les années Reagan à New York. Et lui, Tom Wolfe, donc c'est l'écrivain conservateur américain, hein, c'est le seul qui a soutenu Bush, qui était vraiment toutes les lettres américaines, évidemment, étaient progressistes, et lui, il adore Bush, conservateur, il vient du Sud, mais c'est lui qui a écrit la plus grande critique de ces années Reagan, de la dérégulation de Wall Street, avec cette idée très forte. Donc le bûcher des vanités, c'est New York est devenu vraiment, c'est la tour de Babel, personne ne se comprend. Donc il explore les différents mondes, avec toujours les totems, les marqueurs sociaux, donc il est très passionné par ça, et notamment des ultra-riches. Donc il parle de ces garçons, des bonnes familles new-yorkaises, de ces vieilles familles traditionnelles, qui arrivent tous à Wall Street, tout d'un coup, c'est là où il y a de l'argent. Ces garçons, encore capables de rougir, achetaient des appartements à 3 millions de dollars sur Park et la 5e avenue. Pourquoi attendre ? Et donc il va vraiment creuser ça, et ça vient d'un écrivain conservateur, avec cette idée quand même très forte que quand la société est trop, et il y a trop d'écart en fait, de revenus, il n'y a plus d'unité possible. C'est sa thèse, hein, qu'on voit très bien dans le bûcher des vanités. Et donc c'est un grand admirateur de Max Weber, et il a dit au Tom Wolfe, le statut d'un individu dans la société, son appartenance à une classe sociale et culturelle, détermine ce qu'il est, la façon dont il pense et se comporte, bien davantage que sa psychologie personnelle et son histoire intime. Donc lui, il est vraiment... J'écoutais un podcast sur France Culture, donc je les cite. Donc oui, c'est un écrivain marxien, face aux écrivains hegeliens. Donc le podcast mettait Proust côté des écrivains hegeliens, donc qui voient l'argent compte plus. Donc Tom Wolfe, voilà, je sais pas. Donc Tom Wolfe, clairement, du côté lui, voilà, il dit ce sont vraiment, puis en plus la psychologie. Donc lui, c'est pas l'amour qui soulève le monde, c'est l'argent. Et je trouve cette question de la perception est quand même très intéressante. Et là, les écrivains nous aident plus que les économistes, savoir à quel moment, parce que c'est difficile de mettre en équation, de dire à quel moment vous basculez. Et donc voilà, Balzac, c'est le plus nuancé. Il montre qu'il y a une voie de maîtrise de l'argent, donc vraiment un levier. Les autres ont tendance à vous dire qu'au bout d'un certain moment, vous perdez pied, si je résume. Si je résume, s'il te plaît. Alors, le deuxième thème passionnant exploré par les romanciers, c'est le travail. Donc le travail qui a toujours cette dualité, source à la fois d'émancipation et d'aliénation. Et ça, vous voyez dans tous les romans, et on le voit d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé mon livre avec la Bible, parce qu'on le voit dès la Genèse, en fait, on a retenu de la Genèse l'idée que l'homme était chassé du paradis, il allait devoir travailler, et donc le travail était une malédiction, mais non, parce que quand vous relisez les versets, dans la Genèse, il y a aussi cette idée où l'homme travaillait avec Dieu, et c'était une bénédiction. Donc c'est vraiment, je pense, dans les textes les plus anciens, cette dualité du travail, qui a deux voies, qui est à la fois la meilleure proposition possible pour l'homme, pour se développer, devenir lui-même, et potentiellement, si vous êtes chosifié, une aliénation. Attendez, il faut quand même que j'avance. Et donc je vais aller directement à Jack London. Je trouve que c'est l'écrivain le plus frappant sur le sujet. Jack London, vous voyez, c'est la première star des lettres mondiales, donc écrivain américain du début du XXe siècle. Il a un roman absolument magnifique, Martin Eden, qui est un roman autobiographique, et il raconte très bien ça. Donc lui, il vient d'un milieu très difficile, il a travaillé dès 10 ans, enfin, il est allé à l'école jusqu'à 12-13 ans, mais déjà avant de rejoindre sa classe, il faisait des petits boulots le matin, il vendait des journaux, il devait aider sa famille pour nourrir ses petits frères et sœurs. Et puis très vite, il a dû partir à l'usine. Et il parle de ses années à l'usine, donc il a 15 ans, 14-15 ans, c'est effrayant. Bien souvent, je ne quittais pas l'usine avant minuit. Parfois, je trimais 18 ou 20 heures d'affilée. Une fois même, je restais à ma machine 36 heures consécutives. Souvent, je me demandais si le but de la vie était de nous transformer ainsi en bêtes de somme. Pas un cheval dans la ville d'Auckland ne peinait aussi longtemps que moi. Si c'était là l'existence, je n'en raffolais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, Jack London, qui a vraiment connu ce travail atroce de l'industrie à la fin du 19e, je crois que c'est Acemoglu qui dit que jamais dans l'humanité, il n'y a eu de conditions de travail plus difficiles. Bon, quand on lit Jack London et qui ne romance pas, on peut le percevoir à 15 ans, travailler 36 heures d'affilée, mais il a connu ça, mais il a compris que le travail était aussi un levier de réalisation, c'est lui-même, pour devenir un écrivain connu, et il a complètement... D'ailleurs, il a tout à fait formalisé cet effort.
il a vraiment travaillé comme un fou. Il s'astreignait tous les jours à écrire un nombre de signes. Vous voyez. Et dans les journaux, on dit bah, fais-moi 4000 signes. On parle comme ça des articles. Mais lui, je sais pas, il devait faire 20 000 signes, même plus 100 000 par jour. Et donc, tous les jours, il s'était donné un minimum de productivité par jour. Il a imité le style des grands écrivains qu'il admirait et qui avaient eu du succès. Il a imité en France, il aimait beaucoup, il a imité Flaubert, il imitait, il regardait. Donc il a travaillé comme un fou pour devenir ce qu'il était. Et dans Martin Eden, il y a une très très belle vision du travail, justement. Et un travail qui donne même une dimension spirituelle, parce qu'à la fin, le héros se sent incompris, est devenu ce qui est devenu Jack London. Le héros qui était amoureux d'une jeune femme, d'une très bonne famille de San Francisco, évidemment une famille horrifiée que la fille de la maison soit amoureuse de cet ouvrier. Et donc le héros dans le livre suit la trajectoire de Jack London, donc, devient un grand écrivain, et là tout d'un coup la famille se dit ah bah en fait ça pourrait être chic d'avoir un gendre qui a un tel succès. Mais lui, il aurait voulu être aimé, évidemment, pour son œuvre, pour ce qu'il appelle son travail. Et donc, à la fin, il va se suicider. Et il y a cette très belle phrase, il dit « Mais pourtant, j'avais fait mon travail. » Donc, on voit donc Jack London, qui a eu des mots très durs sur le travail, même rend le plus bel hommage possible. Toute sa dignité d'homme, et pourquoi il aurait dû être aimé, c'est parce qu'il avait fait son travail. Donc, il avait rempli sa mission. Donc, c'est vraiment... Martin Eden, moi, je ne l'avais pas lu, je l'ai lu pour la première fois pour ce livre. Et je trouvais que c'était passionnant, et puis Jack London, c'est une vie incroyable pour elle. Donc, hop, pardon, sans transition, pour revenir au thème de Gilbert, l'entrepreneur et le patron. Alors bon, on voit l'idée, le patron dans la littérature, c'est très rarement un grand homme. Il y a quelques exceptions, hein. Vous connaissez tous Ayn Rand, évidemment, qui elle fait le patron, l'entrepreneur, le héros. Mais reconnaissons que c'est plutôt l'exception. Ayn Rand, elle a une très belle image, le créateur, vraiment le héros des temps modernes. La plupart des écrivains sont assez critiques, mais avec des nuances aussi. Il faut quand même, ils sont fins, hein. Ils sont jamais dans, ils sont fins. Bah déjà, vous savez, Zola, une fois de plus, Au bonheur des dames, Octave Mouret, très belle figure de patron. Octave Mouret, vous voyez, qui développe son grand magasin et qui peu à peu va faire mourir tous les petits commerçants autour. Il est habité, il ne dort pas, il est habité, il est en permanence de nouvelles idées, il n'est pas habité par le profit, comme quelques étudiants de Gilbert, mais vraiment par la joie de l'expansion, de la création. C'est quelque chose de très beau, hein. Et là, on voit vraiment l'influence du père de Zola, des Saint-Simoniens. Zola a un regard assez empathique sur Octave Mouret, hein. Il montre aussi toutes les difficultés pour les employés, hein. Il ne cache rien. Mais ce chef d'entreprise a quand même quelque chose de profondément humain et de grandiose. D'ailleurs, vous vous rappelez l'histoire, hein, qui est très fleur bleue, la petite vendeuse Denise, qui est la nièce d'un de ces petits commerçants qui va devoir fermer à cause du grand magasin qui ne cesse de grossir. La petite vendeuse Denise tombe amoureuse du patron Octave. Elle va tenir, elle l'oblige, ils vont se marier parce qu'elle refusera de céder à ses avances tant qu'il ne sera pas déclaré. Très morale, notre Denise. Et Denise, à un moment donné, cette phrase très belle, elle dit qu'elle l'aimait alors même qu'il avait semé le chaos dans toutes ses familles amies, elle l'aimait pour son œuvre. Donc là aussi, quand même une belle vision. Et c'est Zola, hein, on oublie souvent cette figure de Zola, ce côté saint-simonien de Zola. Elle l'aimait pour son œuvre, une belle figure du patron. Mais peut-être le plus intéressant, j'ai trouvé, moi, c'est Thomas Mann sur qu'est-ce qu'est un patron, un dirigeant. C'est Thomas Mann, vous voyez, le très très grand écrivain allemand du XXe siècle, lui qui est le fils d'une famille de commerçants de la Hanse de Lübeck. Est-ce que tu veux écouter ou pas du tout? C'est quelqu'un qui vient de vous suivre. Bonjour. Oui, c'est vrai que je n'ai pas salué ceux qui sont en ligne. Vous êtes encore plus vertueux, c'est en ligne, c'est un samedi matin. Et donc Thomas Mann, c'est le fils d'une lignée de grands marchands hanséatiques. Vous savez, la ligne de la Hanse, enfin la Ligue, a perduré bien longtemps après sa disparition. Et donc il a vécu dans sa famille des difficultés entrepreneuriales, puisque son père a fermé la maison Mann, la maison de commerce Mann. Et donc il a grandi dans ces familles protestantes de marchands.
Et son roman, Les Boonenbroek, magnifique roman aussi, en fait, pose quelque part la question de savoir dans quelle mesure on peut être fort dans les affaires, entrepreneur, et sensible, ouvert à la vie littéraire. C'est l'histoire, en fait, donc il parle de l'arrière-grand-père, un homme fort poussé par de vigoureux instincts vers la réalité, la puissance, la conquête, des très belles qualités d'entrepreneuriat. Et donc peu à peu, ces qualités de puissance vont se déliter de génération en génération. À la fin, le roman se termine sur un garçon qui va mourir malheureusement au lycée, le dernier descendant des Boonenbroek, c'est le jeune Hanno, qui ne s'éveille que pour le piano, qui est le pauvre qui souffre de rage dedans permanent, qui a vraiment plus beaucoup de vitalité, qui est en permanence malade et qui ne vibre que pour le piano. Et le père d'Hanno, Thomas, lui-même, qui est très sensible, qui a épousé une femme pianiste, qui peu à peu, et qui va fermer la maison, qui est le dernier de cette dynastie. Et donc Thomas est quelqu'un de très doué, très brillant, et qui est hanté justement par cette question, comment faire des affaires, et il parle à un moment donné, donc il ressent, donc c'est le 4e de la lignée, et là on voit c'est le moment où vraiment les Boonenbroek sont devenus une famille très moyenne à Lübeck. Il ressent la cruelle brutalité de la vie des affaires, où toute bonté, toute douceur, toute affabilité se terre devant l'unique instinct de conservation brutal, nu et impérieux, où le malheur subi n'éveille chez les amis, ni même chez les meilleurs, ni sympathie ni compassion, mais de la méfiance, une méfiance froide qui se dérobe. Donc c'est très dur, hein. Mais c'est très intéressant. C'est la question de la tension entre les qualités pour mener les affaires, et qualité, donc là il parle de bonté, de compassion, d'affabilité. Et c'est pareil, c'est mené de manière très nuancée. Très nuancée. Il y a cette idée, de plus ils sont sensibles, moins l'entreprise fonctionne bien. Mais c'est mené de manière nuancée. Et d'ailleurs, Thomas Mann a plutôt décrit avec pas mal d'empathie. Hein. Lui-même devait bien aimer ses grands-parents parce qu'il décrit avec pas mal d'empathie ces valeurs traditionnelles des grands marchands. Et c'est intéressant, les Boonenbroek est paru 3 ans avant le grand livre de Max Weber sur l'esprit du capitalisme, qui parle évidemment de cette éthique, enfin l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et les Boonenbroek est la meilleure illustration de cette éthique protestante. D'ailleurs, c'est vraiment la même époque. Oui, sur l'entrepreneur, à la fois, donc même on peut dire les écrivains perçoivent le côté, chez Zola notamment un peu grandiose, mais cette question qui est forte et qui est intéressante de savoir dans quelle mesure cette qualité de force n'écrase pas des autres qualités. Et ça c'est vrai que c'est la question, franchement, je pense que tout le monde peut se poser. Ayn Rand, on va pas trop en parler si vous la connaissez, et puis c'est vraiment une exception, mais elle c'est passionnant parce qu'elle a vraiment cette théorie du héros, et donc je vous cite juste sa philosophie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme on en reparle beaucoup avec évidemment les nouveaux grands patrons de la Silicon Valley qui la citent, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que sa philosophie est quand même beaucoup plus intéressante que surtout dans les médias français, de ce qu'on en dit aujourd'hui. Donc, je la cite une seconde, juste pour dire que ma philosophie dans son essence, c'est le concept de l'homme en tant qu'être héroïque, avec son propre bonheur comme but moral de sa vie, avec l'accomplissement productif comme son activité la plus noble, et la raison comme unique absolue. Et beau programme, vraiment pour des belles hommages aux entrepreneurs. Et ces romans l'illustrent merveilleusement. Alors de l'entrepreneur, on passe à la technique. La technique, évidemment, tout est lié. Et les écrivains ont, pour le coup, là-dessus, sont un peu conservateurs. Ils ont du mal à applaudir l'innovation. Ils sont et ça peut-être que c'est aussi je me suis dit au fond peut-être que c'est leur rôle plus. Ils ont un pas de côté et toujours cette tension, cette crainte que l'innovation vienne perturber, vienne changer la manière d'être au monde. Je pense qu'ils se sentent un peu récipiendaires d'une tradition et donc il y a très souvent quand même ce biais un peu conservateur. On voit Stendhal sur l'industrie, il y a quand même des phrases assez fortes. Lui, il craint vraiment que la nouvelle logique de l'intérêt n'altère la capacité des hommes à aimer. Donc il pose très tôt cette question très forte. Hein. Et on voit que sur la technique, il y a toujours eu un regard un peu...
je vous parle pas de Rousseau, qui pour le coup est vraiment complètement horreur. Vous voyez, La Nouvelle Héloïse, c'est un magnifique roman d'amour, mais c'est aussi la mise en pratique de la théorie de Rousseau sur l'idée. Il refuse même l'échange, la plus-value, l'échange, pour lui tout est horrible. Il rêve de petits mondes autarciques qui s'autosuffisent. Bon, on n'en est pas là, mais il y a quand même Et là, j'ai vu peu d'écrivains qui célèbrent la technique et l'innovation. Et c'est vrai que peut-être le plus, quand même, j'en parlais tout à l'heure, le plus impressionnant, c'est peut-être Kafka, quand même, je trouve, parce qu'en fait, il est quand même très loin. Il est loin, hein, Kafka, il meurt au début du XXe siècle. Il est quand même encore très loin des innovations qu'on a connues. Et il pressent justement du haut de son bureau de l'Office des assurances pour les ouvriers de Prague. Il pressent cette montée de la technologie et il voit aussi, il pressent comment mal utiliser ce qu'elle pourrait faire à l'humanité, mal utiliser. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il avait annoncé les camps, mais ce qui est peut-être aller trop loin, mais en tout cas c'est vrai que ces romans sont très impressionnants. Enfin, il comprend la possibilité du totalitarisme qui utiliserait la technologie, c'est quand même très fort. Et il a cette phrase très dure où il dit « L'être humain n'est plus qu'un instrument démodé servant à l'augmentation du capital, un reliquat de l'histoire, dont très bientôt les capacités insuffisantes au regard de la science seront remplacées par des automates qui penseront impeccablement. » On n'est pas dans l'IA, mais ça c'est Kafka. C'est quand même c'est impressionnant, au début du XXe siècle. Et donc, oui, et Kafka, de Kafka, je passe à un romancier contemporain très intéressant, Abel Quentin. Vous avez lu ses livres? Il y a une critique du wokisme très amusante, par un regard. Puis le dernier sur la cabane, sur la crise écologique. C'est brillant, moi j'aime beaucoup. Et dans ce livre sur la crise écologique, Quentin a dit « La technologie, véritable centre du pouvoir dans la société industrielle, était une force ultra puissante, bien supérieure au désir de liberté. » Donc lui, voilà, il exprime très bien, je trouve, cette tension que Kafka mettait déjà en lumière. Dans quelle mesure la technologie est au service de la liberté ou risque d'emprisonner l'homme. Et c'est vrai qu'ils ont tous cette intuition forte et c'est impressionnant. Avec aussi l'idée, bien sûr, que la technologie débridée menace la liberté et les hommes, mais aussi la terre, donc le thème, l'écologie revient souvent. Dès Dickens, c'est impressionnant, dans Temps difficile, ça se passe à Coketown, c'était Manchester, donc, parce que l'Angleterre industrielle avait réparti en fait les productions. Donc la sidérurgie était à Manchester, le textile, c'était le textile pardon, à Manchester, et chaque ville avait sa spécialité. Et il décrit donc, il parle de la ville, donc toutes les usines un jour d'été. On savait seulement que la ville était là parce qu'on savait que la tache maussade qui s'étalait dans le paysage ne pouvait être qu'une ville, un brouillard de suie et de fumée. Donc vous avez la technologie qui peut abîmer la nature, c'est bien aussi très tôt. Et Cabane de Quentin Abel le raconte bien, mais Dickens c'est le premier vraiment. C'est pareil, Dickens c'était un monument, je pense qu'on n'a pas eu l'équivalent en France. Dickens c'était vraiment le monument national britannique au 19e. Et chacun de ses romans était suivi de débats à l'Assemblée, c'était incroyable, et de lois sociales. Il a vraiment beaucoup fait, plus qu'aucun homme politique, pour l'état d'esprit des députés. Très impressionnant. Dickens, c'est vraiment l'écrivain, vraiment ses romans. Il a choisi des objets de dénonciation, donc les maisons pour les maisons des pauvres, les maisons des enfants. Il a lui-même eu une enfance très difficile, hein. Il a travaillé lui aussi, il l'a raconté, très, très jeune. Et il avait un tel succès qu'il a changé. C'est incroyable, vous voyez, ça se suit. Un roman, débat à l'Assemblée, changement de loi. D'ailleurs, toute petite parenthèse pour dire la force de Dickens, on dit que nos Noëls actuels, avec les cadeaux, le sapin, c'est Dickens. C'est lui qui a inventé le Noël anglo-saxon qui nous est arrivé. Et en fait, ouais, comme ça, un très grand écrivain, on est encore avec le 25, pensez à Dickens, en fait, nos traditions, c'est les romans de Dickens qui nous bon, voilà, c'est une petite parenthèse, rien à voir avec le sujet. Mais pour dire la force, on ne connaît pas forcément assez bien en France, mais c'est vraiment
quelqu'un qui a totalement façonné la Grande-Bretagne au 19e, et puis comme on est quand même tous assez malléables, nous par ricochet. Donc vous l'aurez compris, en général, la vision du capitalisme des écrivains, elle est assez critique, mais je trouve pas caricaturale, parce et c'est sans doute leur rôle. Ils pointent les sujets, ils pointent les potentiels sujets où en effet le capitalisme se retournerait contre l'homme. Et du coup, c'est très intéressant, même pour les politiques. Moi, je trouve que les politiques devraient s'emparer de cette critique des écrivains. Balzac, peut-être, une fois de plus, je reviens à Balzac, c'est peut-être l'œuvre de Balzac qui est la plus fascinante, parce qu'il montre très bien comment le capitalisme est à la fois extrêmement efficace dans tous ses romans. Les personnages qui suivent les logiques capitalistes ont des succès merveilleux, mais potentiellement corrupteurs pour l'homme. Il pose bien l'équation. Et Balzac raconte parfaitement, donc l'esprit humain s'emballe. Et j'étais ainsi impressionnée par Pérec, vous savez, c'était son petit livre avant mai 68 sur la société de consommation, livre très distancié, les choses, qui raconte le début dans la vie d'un jeune couple, Jérôme et Sylvie, couple qui n'existe pas du tout, aucune description, mais très fine critique de la consommation. Donc c'est des couples, en fait, c'est assez terrible, qui sont, à la fois ils parlent de la guerre en Algérie, des problèmes politiques, mais Pérec raconte qu'au final, tous leurs rêves sont hantés par le canapé qu'ils rêvent de s'acheter. Bon, ils ont très bon goût, donc on a des descriptions de tous les objets dont ils rêvent, c'est amusant. Donc c'est les années 60, un jeune couple des années 60. Et Pérec n'est pas très distancié avec ses héros, mais il a cette phrase pleine d'empathie où il dit « L'ennemi était invisible, ou plutôt il était en eux, il les avait pourris, gangrenés, ravagés, ils étaient les dindons de la farce. » Donc critique dure, mais forte. On voit cette jeunesse, et je crois que, bon, c'est en 65, là, j'étais pas née, mais je crois que ça a vraiment eu un très fort, la sortie des choses, ça a vraiment beaucoup marqué à ce moment-là la France, parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très puissant. Et peut-être pour terminer sur le libéralisme, le capitalisme, le libéralisme, pas tout à fait la même chose. Et là, je voulais vous parler de Dostoïevski, qui a été peut-être le plus féroce critique, comme je vous disais au début. Mais c'est une critique intéressante, c'est une critique de Dostoïevski, donc sa grande thèse, c'est de dire l'homme, donc c'est une thèse avant l'heure de l'homo economicus, et de dire l'homme ne suit pas ses intérêts, il suit ses fantasmes, ses rêves. Et c'est un peu le débat, le grand débat. Est-ce que l'homme va suivre ses intérêts? Tom Wolfe, je mélange complètement les époques, mais c'est pas grave. Est-ce que l'homme n'en suit ses fantasmes? Et Dostoïevski, d'où l'histoire de Raskolnikov, cet étudiant en droit, d'un Crime et Châtiment brillant, et qui va tuer une veuve. En plus, c'est une sale usurière, mais il fait bien exprès de ne rien lui voler. C'est une espèce d'acte de folie gratuit qui va l'emmener en prison, le détruire lui. Parce que c'est pour montrer que, et Raskolnikov aussi, c'est une espèce de nihilisme, pour montrer, non, il ne veut pas rentrer dans cette logique de l'intérêt, il va ruiner sa vie par cet acte, il va tuer une vieille femme, mais il le fait, c'est une espèce de protestation contre cette logique libérale. Et Dostoïevski ne donne pas raison à Raskolnikov, hein, mais c'est vraiment son interrogation. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans Crime et Châtiment, c'est qu'il y a quelque chose de très démodé, mais très intéressant, qui est une défense de la pauvreté, pas de la misère. Hein. Il a des mots évidemment très durs sur la misère. Dostoïevski lui-même a connu la misère, il a été au bagne, vous savez, il avait participé à un attentat contre le tsar, donc il a eu des années de bagne, donc il sait ce que c'est que la misère. Mais il défend la place du pauvre comme personne qui je vais vous le citer correctement, ouais, comme vraiment les pauvres comme des personnes chargées de révéler au monde ses manques. Et il est très sensible à ça, et donc sa critique en fait du libéralisme, notamment des lois anglo-saxonnes de l'époque, pour mettre les pauvres au travail. Et vous savez, à ce moment-là, il y a eu des lois sur la pauvreté en Grande-Bretagne très fortes, hein, c'était d'ailleurs assez impressionnante, de sortir. Avant, les pauvres étaient gérés par leur paroisse, dans leur territoire. Et le Parlement, donc cette idée libérale, de les déterritorialiser quelque part, et leur dire maintenant vous allez vous mettre au boulot et de créer des maisons des pauvres pour envoyer partout, évidemment on est en pleine révolution industrielle, il y a besoin de main d'œuvre, les envoyer au boulot dans les usines où il y a besoin.
c'est rationnel, hein, économiquement, c'est une bonne idée, plutôt que avoir des villages où beaucoup de pauvres qui ne font rien, alors qu'il manque de main-d'œuvre à côté, hop, on les prend, Mais Dostoïevski est absolument effrayé par ça, il va aller voir ces maisons des pauvres, il va regarder. Donc c'est pour lui, voilà, les pauvres ont un rôle très précis dans la société, pas la misère, hein, plus les pauvres. Ça rejoint beaucoup, c'est très mystique, hein, ça rejoint beaucoup Peggy, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et donc il critique aussi bien ces lois britanniques que le socialisme qui veut abolir la charité privée. Parce que voilà, pour lui, c'est une vision, et je trouve son regard justement sur la pauvreté, qui est très décalé évidemment par rapport à notre société actuelle, et pareil, m'a intéressé. Et peut-être je terminerai sur, évidemment, le grand pourfendeur du libéralisme aujourd'hui, c'est Houellebecq, c'est pas du marché, cette extension du marché, l'idée qu'il aurait absolument laissé seuls les hommes, sans aucun ancrage, détruit toutes les solidarités traditionnelles. Et c'est vrai que Houellebecq, c'est pareil, c'est impressionnant. Son premier livre, où il décrit le monde de l'amour et de la sexualité comme rentrant dans le marché, avant même qu'arrivent les applis, qui aujourd'hui vraiment la rencontre amoureuse est rentrée dans le marché, très clairement. Et ce qui ne veut pas dire que les couples par appli sont moins amoureux, sont des moins beaux couples que ceux qui se rencontrent dans un bar, ça n'a évidemment rien à voir. Mais c'est quand même très intéressant, c'est pareil, il a vu à l'avance, et Houellebecq aujourd'hui est quand même, pour moi, un des plus grands écrivains contemporains. Et c'est intéressant ce qu'il nous dit aussi de cette solitude de l'homme contemporain, de la rencontre, cette tension entre ces solidarités et traditionnelles, et puis le marché qui les aurait disloqués. Et je trouve qu'il est vraiment totalement écho à ce que disait Dostoïevski. Donc vous voyez, c'est pas un exercice d'auto-célébration du libéralisme. Heureusement, on a eu avant avec Gilbert un discours sur l'entrepreneuriat plus positif. Mais je trouve, une fois de plus, et moi-même, honnêtement, j'adore tous ces romanciers. Quand j'écrivais, à un moment donné, je me suis dit, mais Anne, moi je suis journaliste au Figaro, je crois au capitalisme. Je me suis dit, mais je ne vais pas faire un bouquin anticapitaliste. À un moment donné, je me suis dit moi-même, aïe. Mais je trouve j'ai trouvé très, très intéressante toutes ces critiques, parce que chaque fois, c'est mettre en lumière une tension, justement, entre qu'est-ce qui est bon pour l'homme, comment adapter ses idées, voir comment... et je trouve qu'il faut les regarder de face, toutes ces tensions, et que les écrivains, en ce sens-là, ont beaucoup à nous dire. Moi, je crois que la technologie peut beaucoup nous apporter, il ne faut pas avoir peur de l'IA, mais évidemment, je crois quand même à la régulation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Je crois que ça déclenche beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. Alors, je vais vous donner la parole en premier. Oui, c'était un peu un patchwork, hein, mais... Moi, j'ai pas de questions, mais juste pour dire, vous êtes incroyablement cultivé. Je suis impressionné. Ah, mais j'ai écrit le bouquin. Alors, Gilbert, et puis après on... bien commencer. Merci Anne pour cet exposé. En effet, on a beaucoup appris. Et vous avez parlé du capitalisme et très peu du libéralisme. Oui, le capitalisme est défini sur la base du mot capital, qui était autrefois interprété d'une manière, à mon sens, très restrictif. Voilà, le capital, c'était l'argent, et pas ce qui peut servir l'économie. Le capital est très, très hétérogène. Hein. Les Autrichiens, les économistes autrichiens l'ont bien signifié. Et le mot libéralisme est fondé sur la liberté. Alors vous finissez sur Dostoïevski, que je n'ai pas lu, mais je l'ai appris à travers les enseignements que j'ai eus avec les grands professeurs Gérard Moulet et Jacques Garello, parce que moi j'ai eu des cours d'histoire de la pensée. Il y a une célèbre phrase qui m'a marqué l'esprit. La monnaie, c'est de la liberté frappée. Et donc quelque part, on vient lier le capital avec la liberté, et cela dans une logique un peu critique, puisque vous l'avez dit, il est critique.
Voilà, ma question est toute simple, est-ce que voilà, il n'y a pas vraiment une différence entre le capitalisme et le libéralisme, et l'erreur aujourd'hui des écrivains que vous citez serait d'avoir peut-être confondu le capitalisme et le libéralisme. Je pense par exemple à David Ricardo et Stuart Mill qui écrivaient que l'entrepreneur est défini par son stock de capital, hein, c'est la détention de capital qui permet de définir l'entrepreneur, et Jacques Garallo avait un chapitre bien explicite, je me rappelle plus de l'intitulé, où Ricardo était quelque part le grand-père de Marx, de Karl Marx. Donc Karl Marx a été nourri par les écrits de Ricardo. Je suis peut-être un peu confus, mais je voulais tout simplement savoir un petit peu, connaître votre avis sur cette différence qui existe entre le capitalisme et le libéralisme. Non, mais Gilbert, Ouais, bien sûr. Non, tu n'es pas confus, j'ai été moi-même, et tout le monde, et les écrivains le sont eux-mêmes, tu as bien raison. La frontière, chacun met un peu la frontière où il veut, et en plus elle évolue au fil du temps. Moi je trouve qu'aujourd'hui, elle est assez claire, parce qu'on voit bien qu'on peut avoir des régimes capitalistes qui ne sont pas du tout libéraux. Enfin, on pense à la Chine, enfin, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, rarement, ça a été aussi simple de voir qu'il peut y avoir est-ce qu'il y a du libéralisme sans capitalisme Ouais, plus compliqué. Non, ça on voit pas trop. Mais en tout cas, du capitalisme, ça. Ouais. Non, mais voilà, Jean-Philippe, après je reviens. Oui, je reprends la parole tout de suite parce que je pense précisément, pour réhabiliter peut-être un peu Balzac, que dans le médecin de campagne, mais peut-être que je me trompe, dans le médecin de campagne, Balzac met précisément en œuvre le libéralisme à la base individuelle, où il revitalise un village. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, car je ne l'ai pas lu récemment. Il revitalise un village, il arrive dans le village, le médecin, et en permettant à chacun de prendre des initiatives, de se prendre en charge, de reconstruire sa vie en même temps que celle du village. Oui, tout à fait. Non, mais Balzac, il est formidable de A à Z. Moi, et ce que j'ai trouvé super en écrivant ce livre, c'est que ce sont vraiment des génies. Je vois Balzac, Thomas Mann. Ils ne sont pas écrasants, ils sont tellement supérieurs qu'ils vous élèvent plutôt. Et ça, moi, j'étais émerveillée. Et ça, c'est beau d'écrire un livre j'étais en permanence émerveillée. Et de les regarder sous cet angle-là, de voir tout ce qu'ils comprennent, c'est très... Non, et la question, après, pour revenir au libéralisme, bien sûr, par exemple, quand Kafka dit la technique va nuire à la liberté, on peut dire oui, c'est un libéral, mais après, le libéralisme, et je pense que c'est compliqué d'être totalement carré et dans la définition, parce que chaque écrivain après on voit bien qu'il y a une forme d'osmose dans la pensée de beaucoup d'écrivains entre l'économie de marché et le libéralisme, ce qui est encore différent, et le libéralisme comme la liberté comme présupposé de la dignité humaine, ça je pense qu'on le retrouve presque chez tous les écrivains. On pourrait dire que tous les écrivains sont libéraux dans ce sens-là. La critique de Houellebecq, ça mêle en effet capitalisme et libéralisme. Mais lui, c'est plus, oui, en effet, c'est une critique surtout de l'économie du marché, de l'expansion du marché, et de cette idée quand même que, à force d'avoir mis en avant la liberté individuelle, on a créé des atomes individualistes qui, ok, sont totalement libres, mais n'ont plus de lien avec celui d'à côté. Mais en effet, les définitions, ça s'entrecroise beaucoup, et beaucoup confondent. Et je pense que beaucoup confondent un peu les deux, mais la défense de la liberté, Gilbert, tu as raison, se retrouve. Il me semble que même un écrivain qui critiquerait le capitalisme, je parle de vraie littérature, je ne parle pas forcément de littérature militante telle qu'on a aujourd'hui, mais les grands classiques dont tu parles, même quand il critique le capitalisme, il est libéral, parce que l'acte d'écrire de la littérature, c'est-à-dire de dire la vérité, de dévoiler en montrant par des destins individuels, justement qui s'inscrivent dans une histoire, une plus grande histoire, de montrer en quoi chacun d'entre nous est responsable de son destin, etc., c'est forcément un acte libre. Donc, les libéraux, ils ne le savent même pas. Oui. Et même si Zola critiquait, et c'est pas le cas puisque tu l'as démontré, mais même si Zola avait été un grand critique du capitalisme,
son œuvre est libérale. Le fait de le dire, c'est déjà un acte de liberté. Donc la littérature est libérale, essentiellement. Oui. Sinon, c'est pas de la littérature, ce sont des manifestes, ce sont des essais, ce sont tout ce que tu veux, des articles, des fables parfois, mais la vraie littérature, elle est forcément libérale. Oui, et d'ailleurs c'est très beau de voir des écrivains comme Tom Wolfe qui se retrouvent à avoir fait la meilleure critique des années Reagan alors que c'était son champion. Balzac était monarchiste et il a été quand même assez critique dans ses romans. Et là on voit en effet que c'est en tout cas c'est un acte de liberté et puis de tension pour essayer de dévoiler la réalité et que parfois ils se retrouvent dépassés parce que ils disent merde mon camp, je me tire une balle contre mon camp mais c'est pas grave, je suis écrivain, j'y vais quand même. Et ça c'est très... Oui, Tom Wolfe c'est impressionnant parce qu'il a fait... C'est lui qui a mieux critiqué le racisme du New York des élites new-yorkaises, alors que lui-même c'était vraiment, c'était pas un parangon des manifestations antiracistes, mais son bouquin est beaucoup plus fort que tous les manifestes en effet. Et donc oui, bien sûr, l'acte d'écrire est libéral, et tous défendent d'une façon ou d'une autre. Quand on est écrivain, c'est pour parler de la réalité et de la possibilité pour un homme, la dignité d'un homme de parler, de s'exprimer, de défendre la liberté par nature. Et c'est là où, de toute façon, on ne va pas refaire les grands débats sur qu'est-ce que le libéralisme. Il y a on voit bien qu'il y a autant de visions du libéralisme que de libéraux en France. Mais cet élan de liberté, elle est chez tous les écrivains, c'est évident. Ce qui n'empêche qu'ils peuvent avoir des critiques sur... Et c'est intéressant, sur la tension jusqu'où, la tension entre liberté de chacun, solidarité du groupe, voilà, et ça c'est solidarité du groupe, ça c'est intéressant, mais la dignité, l'élan de liberté comme présupposé de la dignité humaine, ça, tout le monde se retrouve là-dessus, ça c'est sûr. Alors, Pierre juste une petite question sur la confusion peut-être qu'il y a parfois sur les critiques, parce que vous parliez de la critique du gouvernement anglais sur les maisons des pauvres. Mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt une critique d'une mesure illibérale par un gouvernement libéral, puisque obliger des gens à aller quelque part sous le coup d'une loi, ça me paraît être hyper libéral. Oui, non mais bien sûr, mais là on est en effet sur toujours ce sujet de qu'est-ce que le libéralisme. Oui, et on peut tous faire des thèses, des analyses. Et bien sûr que rompre cette solidarité, mais c'était l'idée. C'est en effet, tu as raison, là où c'était peut-être Dostoïevski, c'est plus une critique de la loi du marché. De dire que ces personnes-là qui sont, pour une raison X ou Y, se sont retrouvées pauvres parce qu'elles ont eu des accidents dans leur vie et qui sont dans une ville ou un village, les prendre pour les mettre à travailler dans la ville d'à côté parce qu'on manque de bras. C'est le marché, c'est le marché, clairement. Est-ce que c'est le libéralisme? C'est passé pour le libéralisme en effet, parce que c'était un gouvernement libéral, mais tu as raison, dans le fond, évidemment que c'est pas libéral de prendre quelqu'un qui a toutes ses racines quelque part et de le coller à 300 km. Non. Non, parce que souvent les industriels sont assez socialistes au sens où ils aiment bien recevoir des subventions, avoir des marchés publics, etc. Enfin, les libéraux dénoncent ça souvent et ces lois contre le vagabondage rentrent bien dans ce cadre-là. Disons, c'est une société industrielle et on a vu ça aussi en France avec les maîtres de forge, les mines, etc. Il y a une collusion forcément très forte qui arrive très vite, qu'on appelle le chronique capitalisme, entre ces grands industriels et l'État. Et donc, c'est très industriel, mais pas très libéral. Alors, j'ai à peu... J'ai à peu près 150 questions. Non, mais juste peut-être quelques remarques rapidement. Bon, d'abord, je suis obligé de dire que nous, ces séances s'appellent l'école du libéralisme, donc on pense qu'il y a quand même historiquement, on va dire, une philosophie politique qu'on peut appeler libéralisme, qui naît à peu près au XVIIe siècle. Et le libéralisme, alors je vais enchaîner avec... le libéralisme, c'est avant tout une proposition sur la façon dont on pourrait vivre ensemble. Donc c'est une question des pouvoirs, qui a pouvoir politique, la propriété, du coup ça va donner la sphère d'autonomie à l'individu, ça va permettre de respecter ce droit naturel, c'est pourquoi, donc je pense qu'historiquement en tout cas, alors après, évidemment aujourd'hui, tout le monde met des choses différentes. Alors là où je veux rebondir, parce que je trouve assez fascinant, c'est le point de départ, l'amour et l'argent. Et j'allais dire, est-ce que tout n'est pas déjà perdu là? Non, parce que est-ce que c'est pas ça qui introduit un biais d'entrée? Alors effectivement, d'un point de vue littéraire, je suppose, oui, c'est des choses qui font vibrer. L'amour, l'argent, c'est des choses qui font vibrer. Donc si j'essaie, je suis romancier, je vais essayer de... Mais est-ce que finalement, est-ce que je dois être du côté de l'amour ou du côté de l'argent? Est-ce que c'est pas déjà un peu... Non, on est tous ambigus. Voilà, parce que
le libéralisme, si je dois le mettre quelque part, et je fais exprès de ne pas utiliser capitalisme, il est du côté de l'amour. Il est là, alors que justement le glissement va se faire, parce que une fois le libéralisme c'est comment vivre en paix ensemble, comment respecter l'autre, c'est ça la définition. C'est pas forcément, l'argent ça va être une conséquence, puisqu'on a défini la propriété, il va y avoir des marchés, il va y avoir des échanges, il va y avoir des, voilà, etc. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant à creuser, en quoi le point de départ, le amour-argent, va pas finalement biaiser la façon dont on va parler des choses, quoi. Il faut choisir entre l'amour et l'argent, quelque part. Mais oui, je disais, je citais Zola qui dit qu'il ne choisit pas. Enfin, lui, il dit pas l'amour, il dit le siècle d'honneur, le siècle d'argent, ça revient un peu au même. Non, mais rendons grâce aux écrivains, ils disent qu'il y a deux leviers, mais aucun a dit, moi je suis du côté de l'amour. Ils reconnaissent bien que toutes les ambiguïtés humaines et que chacun est pris dans des tensions. Mais peut-être que la thèse de beaucoup, c'est qu'à un certain niveau d'argent, sauf grand exercice personnel, l'amour devient plus difficile. C'est un peu. Moi, je sais pas forcément, c'est pas ma thèse, je sais rien. Mais ça, on revoit beaucoup de Druon, c'est vraiment ça. C'est une famille qui se détruit, qui perd pied avec les liens les plus simples. Et c'est vrai que par contre, ce que nous dit Thomas Mann, c'est que la version protestante, c'est mieux s'immuniser, parce qu'il y a beaucoup de vertus, de travail, d'éthique. Mais ça c'est une télé ancienne, et ce que tu dis de Houellebecq, ça me fait penser un peu à Charles Fourier, quoi, finalement, le marché qui va développer certaines pulsions de l'être humain, mais pas d'autres, et c'est ce qu'il y a de mauvais dans le marché, et donc le marché détruirait certaines valeurs petit à petit, qui disparaîtraient, qui est une thèse qui est pas nouvelle, et qui est probablement à examiner. Moi je me demandais aussi, alors justement par rapport à ça, quoi, c'est... de façon un peu méchante, j'avais envie de dire, alors c'est des gens qui ont une grande sensibilité, je crois que ça c'est pour ça qu'ils sont devenus, et même qui voient du coup les choses sous un angle différent, mais quelle est la part, j'allais dire, de l'ignorance économique dans leur illibéralisme parfois, lorsqu'ils le sont, je veux dire, lorsqu'ils sont... ça c'était un peu ce que je voulais dire au début, c'est qu'ils sont pas... Moi de loin, Dostoïevski, je me disais, Dostoïevski, voilà, c'est l'âme russe, grosso modo, il aime pas Londres et les banques. Ouais, donc lui, il est allé étudier, ouais. Mais et franchement, il lisait tous les jours, il a lu les économistes, et ça c'est une belle leçon, je pense, pour nous tous, de bosser tout simplement. C'est des gens qui bossaient énormément, ils lisaient tout ce qui paraissait à l'époque. À leur époque, Thomas Mann, il lit tout. Goethe, j'en ai pas parlé, Goethe, il lit absolument tout, il s'intéresse à tout. Non, je pense que la critique, on peut pas dire... C'est un peu facile, la critique de loin, se dire ils sont très gentils ces écrivains, mais qui nous parlent de l'amour et de la mort, ils n'y comprennent rien. C'était une question. Non, mais moi ça m'a beaucoup impressionné. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui me manquerait aujourd'hui. Non, mais sur l'écologie, je trouve que le bouquin que j'ai lu là, de Quentin Abel, il a énormément bossé, et c'est très intéressant. Mais sur l'IA, qui est quand même un grand sujet aujourd'hui, on aurait besoin d'un grand roman. Mais il faut qu'il s'y coltine, quoi. Il faut, pas un roman abstrait qui parle de l'IA fantasmée, mais de vraiment rentrer dedans. Et je pense qu'on aurait tous besoin ce serait intéressant d'avoir des grands romans qui s'en emparent et qui nous fassent un peu, montrent un peu, qui nous aident à y réfléchir. Mais on n'a pas ça aujourd'hui, sans doute. C'est par l'IA. Pardon ? Ils sont pas par l'IA, l'IA, t'as raison. L'IA va nous le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de... C'est plus technique aussi, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui, quand vous êtes un écrivain aujourd'hui, de rentrer dans les modèles d'IA, peut-être plus facile pour Dostoïevski de lire Ricardo, quoique quand même, franchement, chapeau bas, il n'a pas fait de maths, Dostoïevski, mais ça manque peut-être aujourd'hui. Chez les Français plus contemporains, Morand, Chardon, même certains passages de Saint-Exupéry, tu as quand même des critiques... c'est des romans, parfois des épopées. Chardon, c'est les destinées sentimentales, c'est l'histoire d'une famille, ça doit ressembler, j'ai pas lu de roman, mais ça doit ressembler à ça, qui sont vraiment économiquement très fondés. Ils sont pas ignorants des mécanismes économiques, ou l'homme pressé de Morand, c'est pas ignorant non plus. Irène et Lévis, où il parle de banque, de la banque du début du XXe siècle, c'est pas ignorant du tout. Pardon. Oui. Pardon, excuse-moi, moi c'est juste, alors j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que je pense aussi, quand je pense aux références littéraires, qu'il y en a une qui me vient en tête, c'est celle d'Anna Karénine de Tolstoï, où il y a un peu ces deux histoires d'amour parallèles, celle du personnage principal et celle d'un autre
aristocrate, mais qui lui mène un mode de vie beaucoup plus, on va dire, terre à terre, pratique, puisqu'il trouve l'épanouissement dans l'agriculture, ce genre de choses, et il oppose un peu dans ce roman la l'oisiveté de la passion et le fait de s'épanouir par le travail. Je trouve que c'est assez pertinent. Et plutôt ma question, c'était, en dépit de tous ces critiques, parfois acerbes, de ces thématiques du travail, de l'argent, est-ce que l'acte même d'écrire des histoires singulières, on va dire, n'est pas un geste éminemment libéral, puisque Ce que disait Lisa, tout à fait. voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, on raconte des destins singuliers et on n'est pas dans une sorte de d'écriture un peu groupée, rousseauiste, où on aurait des hommes sans défaut qui seraient transformés par une société vile, mais que chacun porte en eux déjà leur propre péché, leur propre impureté. Ouais, tout à fait, c'est ce que vous disiez avec Lisa. Je pense que c'est la mauvaise littérature d'ailleurs qui oppose l'entrepreneur et le pauvre gars. Ouais, bien sûr. On voit ça dans les téléfilms, ça, à chaque fois l'entrepreneur est le pire des salauds et le voyez, bon, etc. Vous avez aussi Oui, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est la misère des intellectuels. Oh bah j'espère pas, si vous dites ça en Non, conclusion de moi. J'essaie de faire... Intellectuels, mais non, bah je parle pas de moi, mais des écrivains. C'est la thèse de la misère des intellectuels, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et il y a plusieurs théories pour ça. Il y a la frustration relative, par exemple, de Bouton. Mais il y a aussi les erreurs d'inférence. C'est-à-dire que ces gens pensent que leur expérience singulière peut être généralisée. Mais pardon, tu parles des intellectuels pour les écrivains ou oui, des intellectuels, les artistes, les philosophes, parce que moi je fais bah, la différence. Ouais, moi j'essaie de démontrer l'inverse. Oui, c'est vrai. Oui, mais... Bah, bon, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord. C'est ma question, c'est que qu'est-ce qui te, vous, en fait, qu'est-ce qui te convainc, puisque si on travaille sur la persuasion, tu as l'air finalement séduite. Tout à fait. Par ces positions qui sont à mon avis fausses, parce que ce qui dit le monde, c'est le bien et le vrai, et pas l'amour, le sexe et l'argent. Et si c'est ça, évidemment c'est une autre thèse. Mais la question c'est pourquoi, et je rejoins Pierre, pourquoi on va être persuadé, parce que ce qui te persuade c'est l'argument rationnel, ou c'est la beauté du texte? Non mais pour le coup, c'est ça, c'est soit la beauté, soit la vérité. Il n'y a pas de beauté sans vérité. Ouais, on n'est pas dans la persuasion. Moi j'étais très heureuse. Moi qui ai écrit, voilà. J'ai une chronique au Figaro, c'est le Figaro toutes les semaines, j'écris des chroniques quand même très libérales. J'étais très intéressée d'être incitée à penser contre moi. Ça, je trouve que rien n'est pire que de lire que des choses qui vous flattent dans le sens du poil. Et ça, j'ai été très heureuse. Et j'ai trouvé, que on n'était pas justement dans la persuasion, ce ne sont pas des thèses. Ce sont des romans, ce ne sont pas des thèses, ce sont des incitations justement à essayer de réfléchir sur les failles d'un système. Je trouve Dostoïevski, l'interrogation sur la place des pauvres dans notre société, moi ça m'a vraiment interrogée aujourd'hui. Et ça ne fait pas que tout d'un coup je vais changer et je vais abandonner le Figaro. Non, mais je trouve que ça m'a nuancé, enrichi ce que je pensais. Mon corpus de base n'a pas changé, mais j'étais j'ai beaucoup aimé justement être obligée de le questionner, de penser contre moi. Je trouve au final, en effet, que c'est pas une critique du libéralisme dans le fond, mais que j'ai beaucoup aimé. Oui, d'être un peu secoué moi je pense que fondamentalement la condition humaine est remplie de tensions et d'ambiguïté et que c'est très... qu'on ne peut pas dire ça la direction, c'est évident. Je trouve que c'est très intéressant d'écouter les différentes voix et que les écrivains, justement, n'écrivent pas des manifestes. À la fin, ils n'ont pas une thèse. Ils nous posent des questions. Moi, les questions... Mais c'est pas convergent. Non, bah attendez, là, ils nous posent des questions. Ils nous posent des questions. Ils nous posent des questions. Ah non, bah là, tu as même dit... Et Laurent, il n'y a rien qui converge. Tu as même dit, c'est quand même tout ça, c'est illibéral. Je n'ai pas dit ça. Ah, je n'ai pas dit ça. Non. J'ai dit qu'il y a par exemple sur la technique, je dis que là... Critique de la technique, critique des patrons, critique mais non, patron, attends, j'ai fait une demi... de l'argent. J'ai fait 20 minutes sur les patrons pour montrer la finesse, de la nuance de ça. Mais finalement, c'est... Je t'ai cité Zola et Thomas Mann, les deux sont très nuancés.
j'ai pas cité un. Alors là, Ayn Rand ne l'est pas tellement. Ayn Rand est totalement. J'ai cité. La seule, c'était Ayn Rand. Attends, j'ai cité Zola et Thomas Mann, qui sont tous les deux très nuancés. J'ai pas cité là pour le coup sur les patrons. Non, moi je trouve qu'ils posent des questions et qu'il faut se laisser interroger et que et justement ce ne sont pas des thèses. Ils posent des questions sur la finalité du capitalisme et du libéralisme sur la condition humaine. Parce que, à mon sens, moi, c'est le seul truc qui m'intéresse. En effet, est-ce qu'on vivra plus heureux, mieux ensemble? C'est le seul truc qui m'intéresse. Et je trouve que leur regard, qui est évidemment pas systématique, ce ne sont pas des thèses, ils ne répondent pas aux économistes, éclaire par petits éclairages ces questions. Et j'ai beaucoup aimé ça. Mais ce ne sont pas des thèses, c'est un éclairage. Pour essayer de vous réconcilier, si c'est possible. Et je sais que tu dois partir. Ouais, je dois partir. Voilà, donc juste, et après on te remercie, mais moi je crois qu'effectivement ce qui est intéressant, c'est que ces grands auteurs s'intéressent à, on va dire, la chose économique, ils s'intéressent, mais à travers, avec leur sensibilité, à travers. Prisme, et peut-être pour ça, parce que ce sont des grands auteurs, ils ne tombent pas dans le biais qu'effectivement on a souvent, il y a beaucoup de littérature sur pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme. Oui. Mais je pense que c'est des intellectuels de moindre envergure, François. Non mais je blague pas, des gens qui... Non, vous confondez deux choses. Les intellectuels, et c'est une définition qui existe, qui est posée, les intellectuels sont engagés. C'est la définition de l'intellectuel en France. C'est l'engagement. Depuis 100 ans, depuis Zola. Oui, voilà, je suis d'accord. L'intellectuel est une personne qui peut avoir une activité artistique, littéraire, ce qu'elle veut. Elle est engagée. L'écrivain n'est pas engagé. L'écrivain ça dépend. L'écrivain, il écrit. Le vrai écrivain. Le vrai écrivain. Mais c'était le sens de ma remarque. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Zola a basculé d'écrivain intellectuel. Zola a basculé d'écrivain intellectuel. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci pour vos questions. Merci.